Ce vaste mouvement de solidarité climatique demain à Montréal et aussi de la place consacrée à l'environnement dans la campagne électorale. Je rejoins Patrick Bonnin, qui est porte-parole de Greenpeace. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. D'abord, sur la marche qui va avoir lieu demain, on imagine bien que comme les Trudeau, Blanchette, Elisabeth May, vous serez à cette grande manifestation demain dans la métropole. On le sait, on attend quelques centaines de milliers de personnes. On prévoit des dispositifs de sécurité importants, des bouchons de circulation monstres également au centre-ville de Montréal. Au-delà de tout ça, vous vous attendez à quoi, vous, Patrick Bonnin, porte-parole de Greenpeace, de cette marche de demain? Bien, comme vous l'avez dit, on attend quand même énormément de gens. Ça risque d'être probablement la plus grande manifestation de l'histoire du Québec, même sur la question climatique. Fort probablement une, sinon la plus grande manifestation dans le monde. Je vous rappelle qu'on est en semaine du climat, donc il y a plus de 6600 événements à travers la planète dans 170 pays. Vendredi dernier, il y avait 4 millions de personnes. Et on s'attend à ce que Montréal soit en fait l'endroit à travers la planète dans cette semaine du climat où il y aura le plus de manifestants. Donc, il y aura clairement un avant et après 27 septembre en termes de mobilisation, en termes de messages lancés par la population. Et une présence qui va être remarquée, évidemment, demain à cette manifestation, celle de la jeune activiste d'origine suédoise, Greta Thunberg, qui va participer donc à cette marche. C'est une femme jeune femme qui laisse vraiment personne indifférent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du phénomène Greta Thunberg? Bien, je pense que c'est représentatif de ce qui est probablement le plus inspirant actuellement en termes de mobilisation. Rappelez-vous, il y a un an, cette jeune fille avait 15 ans. Elle a commencé à faire la grève pour le climat toute seule devant le Parlement suédois. Un an plus tard, c'est un mouvement mondial, 4 millions de personnes, encore une fois, vendredi dernier, des jeunes essentiellement, qui sont sortis dans les rues pour revendiquer de l'action de la part des politiciens. Et on l'a vu au Québec, elle inspire énormément les jeunes. Et c'est pas une Greta, en fait, ce sont plusieurs Greta. Il y avait 150 000 personnes, des jeunes essentiellement, le 15 mars dernier à Montréal, dans le cadre de la manifestation des jeunes pour le climat. Donc pour nous, c'est un éveil d'une tranche de la société qui, en plus, pèsera le plus lourd lors des prochaines élections, soit les 18-35 ans. Oui, on peut s'attendre, parlant des élections, à ce que les politiciens qui sont actuellement en campagne électorale et qui vont participer à cette manifestation tentent de marcher aux côtés de Greta Thunberg. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, nous, évidemment, on trouve que les politiciens, c'est une bonne chose s'ils viennent voir cette mobilisation-là, viennent tâter le pouls d'une population qui demande de l'action climatique, qui s'inquiète justement du laxisme et du retard que les politiciens, et voire même de l'irresponsabilité dont les politiciens ont fait preuve. Mais pour nous, il est certain que Greta Thunberg, elle est indépendante. Elle prendra sa décision, évidemment, si elle souhaite rencontrer ou pas les politiciens. Pour nous, le message est clair. Par contre, si les politiciens viennent à la marche, ils doivent venir avec quelque chose à annoncer, ils ne peuvent venir les mains vides parce que cette marche, elle existe en raison justement de l'irresponsabilité des gouvernements et aucun gouvernement n'y échappe jusqu'à maintenant. Bon, avant qu'on parle justement des promesses et des programmes de chaque formation politique, justement, jusqu'à maintenant dans la campagne, je veux juste vous entendre sur le fait que Andrew Scheer et Maxime Bernier ne vont pas participer à la marche ni à Montréal ni aux autres marches au pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que pour M. Bernier, c'est aucunement surprenant? Non, étonnant, en fait, aucunement. Non, en fait, je ne suis même pas surpris s'il organisait une contre-marche là, avec ses positions de climato-sceptique. Pour M. Scheer, je pense que ça transparaît un peu sa véritable position. Quand on regarde, on en parlera plus en profondeur, son plan climatique, il satisfait pleinement aux revendications de certaines pétrolières. Donc, pour nous, il aurait pu être presque écrit par les pétrolières. Donc, on voit qu'il y a quand même des différences majeures entre ces deux partis-là et les autres partis qui prennent plus au sérieux la crise climatique, c'est certain. Bon, je vais vous parler de la place de l'environnement dans la campagne électorale jusqu'à maintenant. Avant même que la campagne soit déclenchée, on avait dit que ce serait ni plus ni moins qu'un référendum sur le climat, que cette élection fédérale 2019 au pays. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez jusqu'à maintenant? Est-ce que vraiment cette campagne, c'est un référendum sur le climat? Bien, clairement, la question climatique, la question de l'environnement est au centre de la campagne. Et avec cette manifestation, ça fait une semaine qu'on parle d'environnement, de climat. Je ne vois pas comment ça va ralentir, en ce sens que les partis devront continuer à faire des annonces et ce mouvement de gens qui vont sortir par milliers, centaines de milliers à Montréal,
clairement, il y aura un appel au vote pour que ça se concrétise, que ça va être beaucoup plus loin qu'une simple marche. Et cette mobilisation-là, elle n'arrêtera pas. Et on l'a vu avec le gouvernement caquiste au Québec. Les politiciens ont leur propre sondage, savent très bien que l'environnement est dans les priorités, particulièrement chez les jeunes, mais chez l'ensemble de la population. Et cette tendance, elle est lourde, elle va continuer, d'où le fait que les politiciens se commettent actuellement. Et c'est bon que les politiciens proposent de nouvelles mesures, des mesures plus audacieuses. On est loin de la coupe aux lèvres encore une fois, mais on voit au moins une course vers le haut, ce dont on espérait dans le cadre de cette élection-là. Parlons de quelques-unes de ces mesures, justement, les libéraux qui ont promis cette semaine la cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est un engagement qui se retrouvait déjà dans le programme du Parti vert. On a dit que c'était très audacieux. Est-ce que c'est réaliste? Bien, non seulement c'est réaliste, mais c'est ce que la science exige. La science exige qu'on coupe les émissions mondiales de CO2 de moitié d'ici 2030 et qu'on soit à carboneutre au niveau mondial en 2050. C'est ce que proposent les libéraux. Par contre, on ne sait pas quelle sera leur cible pour 2030. Actuellement, c'est l'ancienne cible du gouvernement Harper, donc loin de ce que la science exige. Ils n'ont pas de plan pour atteindre cette cible-là. Donc, on aurait aimé avoir davantage de détails, évidemment, d'avoir un plan détaillé de la part des libéraux, mais l'idée d'avoir un budget carbone pour se rendre à zéro émission carboneutre en 2050, c'est ce qu'il faut faire absolument. Et même le Canada, il faudrait le faire en tant que pays développé, arriver à la carboneutralité avant 2050. Donc, du côté de Greenpeace, on accueille ça favorablement, mais ça va prendre davantage de détails, à la lumière de ce que vous nous dites. De détails sur quelle est la véritable cible à court terme 2030, parce que 2050, c'est quand même très loin. Et aussi, que proposent les libéraux? Présentement, ils ont été 4 ans au pouvoir avec tout l'appareil administratif pour développer justement un plan solide, crédible, qui nous permettrait d'être rassurés quant à l'atteinte et le dépassement de nos cibles. Mais on n'a pas ce plan-là. Et là, on est à quelques semaines à peine des élections. Et malheureusement, les libéraux n'ont pas encore livré là-dessus. Les conservateurs, de leur côté, ont annoncé cette semaine, un peu comme les libéraux d'ailleurs, des crédits d'impôt pour les rénovation de résidences éco-responsables, veulent, on le savait déjà, l'avait annoncé au mois de juin, obliger les grands pollueurs à investir dans des technologies vertes. On avait dit que le plan des conservateurs était flou au départ. Qu'est-ce que vous en pensez jusqu'à maintenant? Est-ce que ça s'est précisé pendant la campagne électorale? Bien, en fait, pour nous, le plan est très clair de la part des conservateurs. C'est un plan qui, s'il est mis en place, va empirer la situation climatique au Canada. C'est une volonté d'abolir la tarification carbone, alors que tous les économistes sont consensuels, disent que c'est le moyen le plus efficace. Ils veulent construire par la suite un corridor énergétique pour rajouter des pipelines et des gazoducs permettant l'expansion de la production du pétrole et du gaz, propose des mesures vraiment pas claires au niveau justement des grandes industries, des pétrolières. Et encore une fois, on voit que l'industrie serait satisfaite. Donc pour nous, ce n'est pas un plan climatique, là, ce qui a été proposé par M. Scheer. C'est un plan qui aurait pu être rédigé par les pétrolières. Donc les petites mesurettes qu'ils ont annoncées jusqu'à maintenant ne changent rien au fait qu'ils n'ont pas de moyen d'atteindre la cible qui est la même cible qu'avait le gouvernement Harper. Donc, pour nous, c'est clairement dans une case à part lorsqu'on parle des conservateurs comparativement aux 3 autres partis, entre autres. Si on regarde justement les autres partis politiques, le NPD qui promet de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. On veut également électrifier le transport en commun. Le Bloc québécois promet une péréquation verte qui récompenserait les provinces les moins polluantes, des subventions aux autos électriques. On veut forcer également le Canada à respecter les engagements de l'accord de Paris. Parti vert propose zéro émission d'ici 2050, je le disais il y a un instant, comme les libéraux, pour remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables. Quel est le parti politique qui, selon Greenpeace, offre le meilleur programme en matière d'environnement dans cette campagne électorale? Bien, évidemment, on n'a pas encore toutes les annonces, donc c'est un peu prématuré de pouvoir se positionner parce qu'on sait que les partis vont annoncer d'autres mesures à venir. Lorsqu'on regarde les cibles de réduction de gaz à effet de serre, le Parti vert propose actuellement une cible de moins 60 % pour 2030. C'est la cible la plus ambitieuse. Tous les partis disent vouloir respecter le 1,5 degré Celsius et mettre des cibles conséquentes. Donc, il faudra voir quelles sont ces cibles-là. Et dans le détail, le programme du Parti vert est quand même assez élaboré au niveau des propositions, des mesures. Vous en parliez, entre autres, très clair au niveau de aucune expansion d'infrastructures pétrolières et gazières. Et évidemment, tous les partis
par l'énergie renouvelable. Bon. Lorsqu'on regarde le Bloc québécois, par contre, on a quand même des propositions intéressantes, mais c'est moins une vision complète que ce qu'on retrouve dans les visions plus audacieuses au niveau pan-canadien de la part du NPD et du Parti vert. Oui, parce que vous parlez du Parti vert qui offre des mesures précises. On a reproché à Elisabeth May de dépenser sans compter, de porter des lunettes roses, d'avoir une position qui n'est pas claire, entre autres, sur les sables bitumineux. Pour vous, le programme du Parti vert, c'est un bon programme, c'est clair? On sait où est-ce qu'on s'en va? Bien, pour nous, autant le programme du Parti vert que le programme du NPD sont des programmes solides. Encore une fois, le Bloc est aussi à une vision environnementale intéressante, mais un programme moins complet d'un point de vue pan-canadien. Il se concentre davantage sur le Québec. Donc oui, clairement, ce qu'on voit comme proposition, si c'est mis en œuvre, et c'est ce qu'on doit faire, c'est d'arriver avec des mesures qui permettraient de transformer nos systèmes autant énergétiques, de transport, alimentaire, d'habitation. Donc ce sont des changements profonds, rapides qu'on doit faire dans la société, d'où l'importance d'avoir des plans ambitieux. On s'attendait au départ à ce que le Parti vert, avant le déclenchement de la campagne, ait le vent dans les voiles, créer une surprise à cette élection. Est-ce que c'est ce que vous sentez sur le terrain par rapport au Parti vert? Bien, je pense qu'ils se maintiennent si on regarde les sondages. Évidemment, pour nous, ce qu'on regarde, c'est l'ensemble des partis. Et ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des partis semble être dans une voie justement de vouloir s'élever au-dessus de la mêlée, proposer des mesures qui permettraient de respecter la science éventuellement. Et on s'attend à ce avoir possiblement un gouvernement minoritaire. Et pour nous, ça, c'est important que peu importe le gouvernement qui sera en place et qu'il y ait davantage de collaboration de la part de ces partis-là, parce que sur le principe général, ils s'entendent, sur les détails, pas toujours, mais c'est ce dont on a besoin. On a besoin que les partis s'élèvent au-dessus au-dessus de la partisanerie pour pouvoir collaborer, parce qu'on ne peut plus tarder à mettre en place des mesures audacieuses et on a perdu déjà beaucoup trop de temps dans le passé, 10 ans avec les conservateurs. Les libéraux ont inversé un peu la tendance, mais ne sont pas allés assez loin, entre autres, parce qu'ils ont refusé de s'attaquer au problème principal qui est la production de pétrole et gaz au pays et la question du pipeline, évidemment, Trans Mountain. Mais là, on le voit, le Canada est en voie de rater complètement ses cibles. Il va falloir que ces partis-là soient capables de collaborer, particulièrement si on a une situation de gouvernement minoritaire. Oui, je veux vous entendre votre réaction, en fait, sur le deuxième volet d'un sondage léger qui a été publié dans Le Devoir d'aujourd'hui, qui nous apprend qu'en pleine semaine sur le climat, l'environnement n'est pas une priorité pour les Canadiens. En fait, ça vient en troisième dans les priorités des électeurs, après l'économie et les taxes. Est-ce que ça vous étonne que, malgré tout le discours sur l'urgence climatique qu'on entend depuis vraiment quand même un bon bout de temps, que l'environnement ne soit pas plus une priorité pour les Canadiens? Ben, je ne serais pas prêt à dire que ce n'est pas une priorité pour les Canadiens. Quand on regarde... Mais les sondages montrent quand même que ça vient en troisième quand on demande aux électeurs quelles sont leurs priorités dans cette campagne. Et c'était le cas aussi avant le déclenchement de la campagne. Tous les sondages tendaient à démontrer que c'était une priorité qui arrivait en troisième, l'environnement. En toute franchise, je n'ai pas vu les questions qui ont été posées. Évidemment, la formulation des questions peut influencer les réponses. Mais lorsqu'on regarde l'environnement au cours des dernières années, et presque toujours dans les 3 premières positions au niveau des priorités, dépendamment des sondages, elles se positionnent même en premier, particulièrement chez les jeunes, particulièrement chez les femmes. Donc, c'est évidemment, l'idée, c'est d'être en mesure de proposer des mesures qui n'opposent pas économie et environnement. Il y a le moyen, justement, de développer une société, de créer des emplois verts et de protéger l'environnement. Donc, si des partis sont capables d'arriver, et ça existe, vous avez des New Deal verts de plus en plus. L'ONU propose la création d'un New Deal vert ou un Green New Deal qui permettrait justement de non seulement régler des enjeux économiques et sociaux, mais de faire en sorte qu'on protège l'environnement. Donc, c'est ce qu'on a besoin maintenant, c'est que les partis proposent une vision cohérente qui fait en sorte qu'on règle plusieurs pierres d'un coup. Et malheureusement, trop souvent dans le passé, on a opposé justement économie et environnement parce qu'au Canada, l'économie souvent était vue d'une vision de développement de systèmes pétroliers et je pense qu'on est rendu ailleurs. Il y a des solutions qui existent, les énergies renouvelables, les transports collectifs, les infrastructures vertes, les bâtiments verts. Ce sont des secteurs dans lesquels on peut justement investir massivement et permettre de faire cette transition-là dont on a urgemment besoin. Vous dites qu'on est rendu ailleurs. Pour revenir à la manifestation de demain, méga manifestation au centre-ville de Montréal, qu'est-ce que vous espérez qui va rester de ce mouvement-là? Bien, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a un mouvement de jeunes qui s'éveillent. Donc, dans la dernière année, ce mouvement-là a émané. On n'avait pas ces jeunes-là qui manifestaient pour le climat.
Ces jeunes-là travaillent également dans le cadre d'une très large coalition à Montréal. Vous avez des syndicats, des groupes communautaires, des groupes environnementaux, donc de grandes organisations qui apprennent à travailler ensemble et qui savent très bien que ce n'est pas la fin. Après cette manifestation-là, il y aura évidemment un vote important, il y aura un appel au vote parce qu'on veut que les gens aillent voter, particulièrement les jeunes, parce que s'ils ne vont pas voter, bien évidemment, l'environnement qui est important pour elles risque d'en pâtir. Et par la suite, peu importe le prochain gouvernement, on sait qu'on est loin de la coupe aux lèvres, qu'il faut que le Canada ait une ambition encore plus élevée. Donc, on ne voit pas cette mobilisation-là comme étant une fois une manifestation. Au contraire, ce sont des collaborations qui sont en train de se développer. Les organisations apprennent à mieux se connaître et je crois qu'il faut absolument travailler ensemble et c'est ce qui est en train de se passer, de sortir. Vous avez des médecins qui montent au front, vous avez plein des entreprises, même des commerces qui ferment leurs portes pour aller manifester. Donc, on a ce point de bascule, selon nous, qu'on est en train d'atteindre en termes de mobilisation qui fait en sorte que les gouvernements n'auront plus le choix d'écouter cette population-là qui n'ira pas se rasseoir. Les jeunes, vous l'avez vu, ça fait presque un an qui manifeste et le mouvement est en croissance, en augmentation. Et c'est plus juste les jeunes. Vous avez des syndiqués qui ont passé des résolutions qui sont en grève pour le climat. C'est une première au Québec. Il y a au moins 10 syndicats qui sont en grève, au-delà des plus de 100 000 étudiants qui sont en grève. Donc, c'est un mouvement qui est appelé à avoir une certaine escalade. Les gens ont déjà signé des pétitions, sont déjà sortis par milliers, vont sortir par centaines de milliers probablement ce vendredi, sortent à des millions à travers la planète. Et si les gouvernements ne bougent pas, on s'attend évidemment à ce qu'il y ait une escalade de ces moyens de pression-là envers le gouvernement. Vous avez dit point de bascule, alors c'est l'avenir qui nous dira les suites qu'on va donner à ce vaste mouvement de solidarité climatique demain à Montréal. Patrick Bonnin, porte-parole de Greenpeace, merci beaucoup et bonne marche demain dans la métropole.